Bonsoir, rebonsoir. Et cette fois-ci, est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi un pouce. C'est bon? Super. Bien. Donc, ce soir, nous sommes autour d'un sujet, très beau sujet. Ce sont les cordes vocales, ce qui est annoncé depuis un mois. Et un sujet sur lequel nous ne dirons pas tout en si peu de temps, mais nous allons faire trois expériences, trois expérimentations. D'abord, je vais vous proposer ces cordes vocales de les situer en nous. Ça va être notre premier atelier. Puis, nous irons faire un travail avec les cordes vocales pour les tendre ou les non tendre. Et nous verrons que pour ça, il faut faire bouger la voix. Donc, ce sera un travail vocal. Et le travail que nous allons faire en deuxième position, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez garder pour votre vie courante, prendre l'habitude d'emmener vos cordes, comme on va le faire ce soir, eh bien, on va voir en promenade dans des sons qui les étirent ou qui les raccourcissent. Troisième expérience, nous la ferons avec Jean-Christophe, qui est avec nous en ligne. Il n'est pas présent ici, mais nous l'aurons en ligne. Et ça va consister à mettre ensemble les cordes vocales, le lieu des cordes vocales, et les oreilles, ou plus exactement l'ouïe, l'audition des sons. On va essayer de sentir comment ces cordes vocales qui produisent des notes, c'est le lieu des notes, nous allons voir ça, eh bien, on doit apprendre, on peut apprendre à les accorder avec ce qu'on entend ou ce qu'on veut entendre. Et pour ça, on peut entraîner en même temps les cordes vocales et l'oreille. Donc ce soir, nous aurons trois ateliers et, une fois n'est pas coutume, nous allons travailler avec trois personnes différentes. Je vais commencer, puis je passerai la main à Vicente, qui est à mes côtés, et enfin, je passerai la main à Jean-Christophe, et je reprendrai la parole en fin de séance. Donc, ces cordes vocales, où sont-elles? On en entend souvent parler. Quelquefois, on se dit, quelquefois, je vois des gens qui pensent que c'est comme une harpe. En fait, elles sont juste deux. Il y a deux cordes vocales, une droite, une gauche. Et surtout, première chose qu'on va repérer, elles se trouvent ici, dans le cou, à un endroit qu'on appelle le larynx. Alors, je prends sur moi une maquette, François, si tu veux agrandir un peu, voilà, et je la fais tourner. C'est un larynx géant. Ici, vous voyez ce que j'ai dans les mains. C'est la trachée qu'on a en bas du cou, qu'on peut très bien palper, surtout sans appuyer. On peut la sentir dans le bas de son cou. Et on voit en haut de cette trachée une formation un peu plus volumineuse, faite de cartilage. Et en particulier, on voit un cartilage qu'on connaît souvent pas par son nom savant, cartilage thyroïde, mais souvent on l'appelle la pomme d'Adam. Donc voilà une pomme d'Adam géante. Je la fais tourner pour que vous puissiez la voir. Elle est nappée de muscles ici et là. Ça n'empêche pas de la voir. Et elle est suspendue à un os qui en réalité est tout petit, qu'on appelle os hyoïde. Alors je vous montre ça, non plus sur cette maquette, mais sur des images. D'abord, où ça se trouve tout ça? Eh bien, on regarde là-haut. Voilà, encore plus haut, François, si tu peux. Et tu peux attraper, voilà, merci. Vous voyez ici, eh bien, on est dans le cou et le larynx, le cartilage thyroïde, le lieu des cordes vocales, tout ça, c'est la même chose, enfin, c'est au même endroit, hein, eh bien, se trouve à mi-cou. Je vous propose simplement qu'avec pouce et index, nous allions contacter
notre pomme d'Adam, sentir qu'elle a cette forme qu'on voit bien ici, avec une crête en avant. C'est un peu comme un livre ouvert en arrière. Vous voyez, l'avant est ici, l'arrière est là. Là, je l'ai dessiné dans la même orientation que celle qui est dans le cou. Et alors, on peut très bien sentir cette crête et on peut placer les doigts sur les parties plates qui sont de chaque côté de la crête. Vous sentez ça? Et là, allez, on va commencer par des expériences très simples. On va émettre un premier son. On va dire par exemple F. Et on sent que dans les doigts, peut-être que ça bouge un peu comme ça, mais il n'y a pas de réaction franche. Très bien. Un son où les cordes vocales n'interviennent pas. Et puis, on va le transformer en son où les cordes vocales interviennent. On va passer de F à V. V. Alors, on y va. On prononce F, passez à V. Et qu'est-ce que vous sentez dans les doigts? Vous sentez que ce lieu se met à vibrer. Eh bien, ce qui vibre, en fait, c'est l'air entre les cordes vocales et ce sont les cordes vocales aussi qui vibrent entre elles. On prend un autre son. On va prendre Ch. Est-ce que vous sentez quelque chose dans le cou? Pas vraiment. Allons-y. Ce qu'on appelle un son sourd. Et maintenant, on va le transformer en son avec de la voix. On dit quelquefois un son voisé. Et pour ça, on va dire, au lieu de dire ch, on va dire j, comme une joue. J. Et si vous dites j, vous entendez d'abord un son un peu différent et surtout vous sentez dans vos doigts quelque chose qui s'est mis à vibrer. Allez, troisième son. On va aller chercher S. Et mettons le son S. Vous gardez les mains tranquillement sur la pomme d'Adam. Et maintenant, on dit Z. 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 Et pareil, vous sentez qu'on est passé d'un son qui ne crée rien ici à un son qui crée, ou plutôt qui vient du fait qu'on a créé une vibration. Je vous propose qu'on les reprenne tous. On a commencé par F, comme du vent, hein. Et puis rien de spécial ici. Vous sentez sûrement quelque chose qui se met en branle. Très bien. Et puis très bien. Voilà. Donc, nous avons simplement pris 3 consonnes que nous avons voisées. Et ce voisement, c'est quelque chose de très particulier. C'est fait au lieu des cordes vocales. Alors, regardons ces cordes vocales maintenant d'un peu plus près. Et pour commencer, regardez bien, nous allons passer de cette vue qui est vue par en avant à cette vue sans le cartilage. On enlève ce gros cartilage. Il n'y a plus que ici un morceau de trachée. Je vais même l'enlever aussi. Je vais garder cet anneau qui est là. Regardez bien, je déménage ici de côté. Et vous voyez que cet anneau, je le retrouve. Et je vois, tiens donc, 2 petites bandes blanches. J'espère que vous les voyez. Hein, peut-être que François, tu peux rapprocher un peu plus, si c'est possible. On est au max.
Ok, très bon. Bon, on les voit bien, tant mieux. Voilà. Donc, pour commencer, on va dire que les cordes vocales, ce sont deux ligaments. C'est un peu court de dire ça, mais on peut commencer par dire ça. Mais très vite, regardez bien, je me déplace encore de côté et je vois que ces deux ligaments sont adossés à deux cylindres rouges qui longent les ligaments. C'est quoi ces deux cylindres rouges? Ce sont deux petits muscles, tout petits, qui longent les cordes vocales et qui vont coller à elles. Et quand il se contracte, que fait un muscle quand il se contracte? Il se rétrécit sur lui-même. Et donc, ces muscles vont être capables de rétrécir un peu, non pas la corde vocale, elle ne peut pas se rétrécir sur elle-même, mais la rendre plus épaisse, plus dense. Hein. Voilà. Donc, on voit qu'on peut déjà très vite transformer un peu l'état des cordes vocales qui va passer d'une corde simple ligament et grâce à son muscle de droite et de gauche, peut, épaulée par son muscle, devenir plus épaisse et peut-être un tout petit peu plus courte. Voilà. Bien, on va faire une autre action. Donc là, on est toujours dans la même orientation. Attention, on descend un petit peu et on va faire à ce larynx un demi-tour sur lui-même. Alors, je le fais pour que vous compreniez avec ce larynx-ci. Je vais le mettre dans le même sens que le dessin. Tu peux remonter, François, pour que je montre le changement d'orientation. Merci. Encore. Tu remontes. Encore un peu. Ouais, 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 merci. Donc là, j'ai le larynx dans la même orientation. Vous voyez ici, je retrouve la pomme d'Adam avec ses cornes et je l'ai là derrière moi. Et maintenant, je vais faire, regardez bien, je le fais avec la maquette, un demi-tour et me retrouver comme ça. Voilà. Eh bien, mon larynx, je ne le vois plus de face, mais je le vois de dos, de trois quarts dos. Et c'est ce qu'on est en train de voir là. Donc, ce cartilage qu'on a vu par rapport aux cordes vocales, eh bien, on le voit presque de dos là. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on va encore déménager un peu pour retrouver ça dans le dessin qui est ici. On retrouve les cordes vocales. Tiens, elles sont là. Mais est-ce qu'on les voit encore? Eh bien non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elles sont recouvertes par une nappe de muqueuse. Alors c'est une coupe hein, qui montre cette nappe de muqueuse qui est dans la trachée, qui va se plisser autour des cordes, se plisser encore, remonter, on va la retrouver à l'épiglotte, etc. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement pour se dire que les cordes vocales qu'on a décrites au départ comme des ligaments, en fait, quand on regarde une laryngoscopie, descendons encore, vous voyez, ça c'est ce qu'on voit quand on regarde les cordes vocales par l'examen de laryngoscopie, eh bien on ne voit pas des cordes comme ici en bas, mais on voit une zone un peu rose et plus ou moins rapprochée si on voit deux bandes blanches. Ces bandes blanches ici, on les voit à touche-touche, accolées. Et là, on les voit comment? On les voit séparées. Quand elles sont séparées, on est dans des cordes vocales respiratoires. Et quand elles sont accolées, quand elles commencent à se toucher, et c'est nécessaire, on peut entrer dans la voix, dans la position de voix.
la position dite phonatoire. Donc, nous voyons que les cordes vocales, tu peux recentrer sur moi, François, les cordes vocales dont on parle quand on regarde, par exemple, sur Internet des laryngoscopies, on voit ces cordes vocales qui bougent. Et quelquefois, on les voit en même temps qu'on entend des sons. Mais on ne comprend pas toujours, au final, c'est quoi ça? Eh bien, les bandes blanches, ce sont les ligaments qu'on a vus en haut. Et ces ligaments, à l'endroit où la muqueuse passe dessus, elle n'est plus rose, elle devient un peu transparente, un peu blanche. C'est pour ça que ça apparaît comme des bandes blanches. Voilà. Donc, nous voilà équipés de cordes vocales. Je repasse très vite sur tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je vous redis par quoi on est passé. Donc, on a commencé par les situer, si tu veux bien remonter, François. Dans le cou, les cordes vocales se trouvent dans le lieu de la pomme d'Adam, qu'on appelle aussi le larynx, le cartilage thyroïde, qui est au sommet de la trachée. Et ces cordes vocales, on les voit là, juste ligaments. Là, on les voit équipés de leurs muscles à droite, muscles à gauche, qui va faire beaucoup de choses, on va le voir après. Et là, on a fait un demi-tour. On voit le même endroit vu de dos. Et surtout, on voit dans cet endroit vu de dos qu'au final, les cordes vocales sont recouvertes de muqueuses, si bien que quand on vient voir une laryngoscopie, comme on voit tout en bas, eh bien, ce ne sont plus des cordes qu'on voit, mais ce sont plutôt des plis qui se joignent ou non, et que le bord de ces plis est un peu blanc, prend la forme de bandes blanches. C'est le lieu exactement des cordes vocales. Donc, on est très loin de cordes de guitare ou de cordes de harpe, par exemple, ou de cordes de piano. Hein. D'abord, il n'y en a que deux. Et le mécanisme n'est pas du tout comme des instruments à cordes. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on va dire sur ces cordes avant de pratiquer une autre chose? Eh bien, c'est que ces cordes sont plus ou moins tendues ou détendues. Quand elles sont peu tendues, un peu molles, on va être plutôt dans les graves. On va être dans les sons. Vous voyez, je suis en train de faire des sons graves. On va aller dans ce qu'on appelle les mécanismes lourds. On appelle aussi ça mécanisme de poitrine. Très bien. Vous entendez, là, je suis dans une voix grave. Mais on peut aussi emmener les cordes dans une situation de tension et même de forte tension. Et plus on va les tendre, plus elles vont s'allonger et surtout s'amincir. Et quand elles sont longues et minces, eh bien, on va aller dans les aigus, ce que je suis en train de faire. Donc, si on passe des graves aux aigus et des aigus aux graves, on fait tendre ou détendre les cordes. Et ça, c'est un exercice qu'il faut garder dans sa vie quotidienne. Même si on ne chante pas, dans la voix parlée, vous entendez ce que je suis en train de faire? C'est très important de moduler la hauteur de son. Alors, je vais vous proposer de travailler ça avec notre ami Vicente et les personnes qui veulent venir se joindre à lui. On va faire une petite classe de voix. Je vais suivre. Allez. Voilà. J'ai toujours. Venez. Ah oui, il faut que je te passe le micro. Juste. Bon, merci encore. Voilà. Je dis toujours que la voix est faite de conséquences. Qu'est-ce que je fais avec mon instrument, que c'est le corps, c'est le plus proche que y en ait. Je peux intervenir sur ce que tu viens de dire. On peut étirer,
on peut raccourcir, on peut faire des ampleurs, enfin. Et j'avais toujours problème de voix. Et je suis intéressé pour décentraliser, démémoriser le larynx. Le larynx devient mythe. C'est vrai que c'est là où se passe le premier son vibratoire. Mais j'appelle ça son. Et ce qui se passe après devient voix. Vous voyez? Son et voix. Je vais travailler son et voix avec des dynamiques différentes. Alors, pour commencer, Blandine tout à l'heure a travaillé avec des consonnes, oui, fricatives. Parfois, je vais faire des choses un peu bizarres avec les cordes. Ah, allez, alors, d'abord, si vous voulez monter, d'abord doucement pour que les cordes se rapprochent facilement, comme une caresse. Je dis toujours que c'est plus difficile caresser que pousser. Alors, la voyelle est il est toujours comme une musique crescendo et decrescendo. On y va encore? Bon, ça c'est une façon facile qu'on devait commencer toujours en caressant les cordes vocales. Et encore. Après, je peux faire comme un H aspiré. Encore. Ou bien avec un coup de glotte, paf. Comme une surprise. Écoutez le bassin. Ce n'est pas la même chose. Sont des muscles inspirateurs que d'un coup deviennent expirateurs. Je répète. Toujours en poitrine, mécanisme de poitrine. Souriez. Et à la fin, je dis toujours l'air résiduel en français. Quand les cordes se séparent, je le montre d'une façon peut-être trop évidente. Et là, ça, vous avez besoin après d'inspirer. Et je pourrais élargir encore beaucoup plus en tête. Et l'amplitude est grande. Et sentir bien tête, poitrine. Et
Les Américains et les Occidentaux ont besoin des formules pratiques syriennes pour comprendre. C'est-à-dire, on a fait des amplitudes et pas un volume. Je pourrais peut-être. Et non. Et, et la troisième. Et, 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 l'amplitude nous donne cette sensation de lointain. Hein? Et là, mon corps est en train de m'aider. Mais je pourrais faire aussi contradire la voix. Et, et, ou et. Là, le corps m'aide à résoudre ce que je viens de faire avant. Et là, la phonation est très conduite, très musicale. Tandis qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à rester sur la poitrine. Et ici, on ne le contrôle pas, cet acte vocal. C'est-à-dire que le corps moteur est en train de être dramaturgique. Il est en train d'écrire. Tu peux faire alors vous êtes mais j'aimerais bien si vous hein, c'est-à-dire que la pression est faite par le corps moteur et pas vous comprenez? Et je viens, il faut que je termine. Et mélanger les deux registres avec un ton très corporel. Un plaisir. Jouer avec les cordes. Peut-être vous l'avez fait avec nous. Ouais. Je te passe la couronne. Merci. Allez. Voilà, nous avons joué avec les cordes. Et maintenant, nous allons passer à une troisième sorte de connaissance des cordes. C'est qu'en fait, ces cordes vocales, donc c'est très important de les entraîner quotidiennement. Même si on n'est pas chanteur, hein, mais
dans la voix parlée, ne pas perdre une occasion de faire monter et descendre les sons, surtout dans la voix parlée, au moins au quotidien. Mais on peut souhaiter ces cordes vocales, les entraîner par rapport aux notes, par rapport à des notes précises. Et là, il s'agit d'un entraînement entre ce que l'oreille entend et ce que les cordes arrivent à produire comme fréquence, donc comme note. C'est un entraînement. Et bonne nouvelle, on peut beaucoup progresser. On peut progresser en éduquant son oreille à entendre de plus en plus précisément les sons et ajuster les cordes pour qu'elles trouvent de plus en plus précisément la note qui est celle soit qu'on entend et qu'on veut reproduire, soit qu'on n'entend pas mais qu'on conçoit cérébralement et qu'on veut créer. Et bien pour ça, je passe la parole à Jean-Christophe. Alors on devrait voir apparaître Jean-Christophe, qui n'est pas ici. Si, il est là. Si, il est là, dit François. Ah, bonjour Jean-Christophe. Ah, attends, on t'entend pas. Et moi, il faut que j'enlève mon... Ok. Voilà. Bonsoir. À toi de jouer. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? C'est surtout de m'entendre qui va être intéressant, à vrai dire. Oui. Nous, on t'entend. Ah, ok, c'est parfait. Oui, c'est bon. Eh bien, on va aller entraîner notre voix et l'aider à ce qui est souvent un sujet de préoccupation, c'est la justesse. Beaucoup de gens se demandent s'ils chantent juste ou faux. Et souvent, même à tort, on a tendance à penser que on chante faux. Quelque chose que j'entends souvent, non, moi je chante pas, je chante trop faux. En fait, chanter juste, c'est quoi? C'est juste avoir une bonne relation entre ce qu'on imagine, ce qu'on entend, et notre larynx. Et il y a une boucle qui se fait en permanence entre ces trois endroits. Et en fait, quand elle est bien entraînée, on arrive à chanter juste, c'est-à-dire tout simplement à réussir à chanter la note qu'on a imaginée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui s'entraîne. Il y a des personnes pour qui c'est naturellement et rapidement facile. Pour ces personnes-là, on peut très vite pousser les choses et aller plus loin. Et pour les personnes pour qui au début c'est pas bien programmé, eh bien, il y a des tas de choses qu'on peut faire, très progressives, qui permettent de construire une relation entre l'oreille et la voix, qui est sympa, qui est agréable, dans laquelle on peut avoir confiance. Donc je vous propose de démarrer un petit peu ce travail avec une première étape qui serait juste d'écouter. Je vais vous proposer juste d'écouter une note au piano, mais vraiment de mettre toute votre attention dessus. Et je vais vous en proposer comme ça quelques-unes. Et à chaque fois, juste vous les écoutez. Et puis, nous allons ajouter une étape. Une fois qu'elle est écoutée, est-ce qu'on peut l'imaginer en nous? Je joue la note. Et est-ce que je peux l'imaginer, la chanter en moi, sans la chanter avec ma voix? C'est vraiment que de l'imagination. Et je vais jouer une note
pareil, je l'écoute, je l'imagine, je vais l'arrêter. Mais est-ce que vous pouvez continuer à l'entendre dans la tête? Donc je vais faire des notes plus courtes. Alors François, je vois des gens qui disent qu'ils n'entendent pas les notes, et d'autres qui les entendent très bien. Alors peut-être ça vaut le coup de redémarrer Zoom dans ces cas-là. Nous, on t'entend bien en tout cas, hein. Ok. Donc une note plus courte. Je l'entends dans ma tête, je la chante dans ma tête, j'imagine. Le son s'arrête, mais ça continue à tourner à l'intérieur. Et puis, on va faire plus que ça. Plus qu'imaginer la sonorité dans notre tête, on va vraiment imaginer qu'on la chante. Et vous allez peut-être sentir que ça met en place un mécanisme dans notre larynx. Ça le fait peut-être bouger un peu. Et on pourrait essayer de faire ça juste en posant les doigts sur le larynx et repérer que peut-être il se passe déjà des choses, rien que quand on imagine le son se faire en nous. Et maintenant, je joue une note, je l'imagine, je m'imagine la chanter, et puis je la chante. Et quand vous avez fait tout ce processus et que la voix est arrivée, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le son qui a été produit était le son imaginé? Voilà, par exemple, moi j'ai fait 2 sons, et je me suis bien rendu compte que les sons produits n'étaient pas tout à fait les sons imaginés. Ça veut dire que les ordres moteurs qui ont été envoyés dans mes cordes vocales n'étaient pas suffisamment précis. Donc c'est la dernière étape, c'est l'étape où on ajuste, c'est-à-dire qu'on a imaginé le son, on l'a produit, et puis notre oreille nous dit c'est pas tout à fait ça que j'avais envie d'entendre. Donc peut-être que je vais trouver, peut-être en quelques secondes, ou en quelques dixièmes de seconde, l'ajustement qui me permet de mettre exactement à la hauteur de la note que je désirais. Donc on essaie de refaire ça. Toujours j'imagine, et quand je sens que c'est bon, j'ai bien senti, j'envoie ma note, et puis j'ajuste, si besoin. Ok, alors à cette étape, est-ce que vous pourriez me dire dans le chat de 1 à 10 à quel point vous êtes facile dans cet exercice qui est d'apparence très simple de reproduire une note que vous avez entendue jouer au piano. 10 c'est parfait, c'est immédiat, je suis parfaitement juste. 0, j'entends rien, rien ne sort, rien ne correspond. Alors, je regarde.
il y a du 10, du 4, du 2, du 6, du 9, du 10, du 8, du 4, du 3. C'est assez disparate, hein. 3, 7, 8. On voit à 5. Ok. Donc tout le monde n'a pas une oreille entraînée de la même manière. Et c'est pas parce qu'on forcément parce qu'on a suivi un cursus d'école de musique. C'est simplement la vie a fait que c'est un mécanisme qui est plus ou moins bien installé. Donc je peux vous rappeler un peu ces 6 étapes très décortiquées. D'abord, j'écoute le son. Écoutez vraiment avec une attention. Là, on le fait avec une seule note au piano. Mais si vous chantez dans des chœurs ou avec des orchestres, vous savez que c'est intéressant de pouvoir entendre des sons mélangés à d'autres sons. Donc ça, c'est vraiment la première étape, aiguiser son écoute. La deuxième étape, c'est imaginer ce son, même quand le son n'existe plus. Et puis, je l'imagine, mais ça se matérialise par un larynx qui commence à se placer de la manière dont j'imagine que ça ferait le son si j'amenais de l'air dans les cordes vocales. Et puis enfin, je vocalise, le son arrive, j'écoute le résultat, et je me dis, c'est parfait, ou c'est pas tout à fait ça. Et donc la dernière étape, c'est quoi? C'est d'ajuster. Et une fois qu'on a ajusté, on a trouvé le bon repère physique dans les sensations, et la fois d'après, eh bien, on sera plus rapide dans l'ajustement, et à force de dizaines de répétitions, eh bien, carrément, ça deviendra instantané. Donc, pour les personnes qui sont entre 0, 3, 4, eh bien, si vous avez envie de progresser sur ce sujet, il suffirait de reprendre cet exercice-là un petit peu tous les jours, avec un piano, une guitare, un petit clavier sur un téléphone, c'est tout à fait suffisant. Et puis, pour les personnes qui sont plutôt entre 7 et 10 et qui disent, bah oui, chanter une note, c'est très facile pour moi, je vous propose qu'on se challenge un petit peu. Allez, pendant 1 minute, je vais vous pousser un peu dans vos retranchements sur ce simple exercice. On y va? Le but, vous entendez une note et vous essayez de la chanter. Alors là, maintenant, je veux bien savoir votre niveau d'aisance. Qu'est-ce que j'ai changé comme paramètre? J'ai amené la vitesse. La vitesse, donc c'est la virtuosité que notre oreille a à capter les sons. À ce que notre cerveau puisse traiter cette information pour dire au larynx, ok, on veut cette tension des cordes pour avoir exactement cette hauteur. À quelle vitesse je suis capable de la produire, de l'ajuster si besoin, et de me rendre compte que je suis sur la bonne note ou pas. Et je joue tellement vite que ça pose certainement des difficultés. Alors je regarde un petit peu. Du 2, du 9, du 7, du 4, du 6, du 3. Ah, du 10. Toujours 10. 1, 2, 9. Ah, et après il y a la question de l'air, il faut respirer de temps à autre. Alors ça, c'est un premier paramètre que vous pouvez modifier pour entraîner cette oreille. Et puis, allez, je vous en propose un deuxième, pour conclure, qui n'est pas la vitesse.
Alors, comment vous vous êtes senti dans cette nouvelle variante d'entraînement? Ah, inatteignable. 7, 3, 1, 4, 5, 8, 10. Problème de tessiture. Alors pourquoi c'est devenu très difficile de faire ça? C'est pas une histoire de vitesse. C'est que je vous ai fait voyager dans le très aigu et dans le très grave. Mais vous savez que sur un piano, il y a 88 touches. Combien ça fait d'octaves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 octaves. Peu de gens ont une voix qui ont 7 octaves de tessiture. Donc ça veut dire quoi? Sur un piano qui a 88 touches, on n'a que 12 notes différentes. Et en fait, un sol, on peut le jouer ici, et ici, et ici, et ici, et ici. Et il y a vraiment un entraînement de l'oreille à reconnaître, alors non pas de se dire que c'est un sol parce qu'en fait on s'en fiche, mais entendre la similarité entre ce son-là et celui-là, et trouver l'endroit où on peut le mettre dans sa voix. Je propose d'expérimenter ça, faire. Ok. Gardez la même hauteur de note et puis écoutez celle-là. Et puis celle-là. Puis celle-ci. Est-ce que vous sentez qu'on est bien, même si elle est plus aiguë au piano, on est en fait sur la même note. On résonne bien avec elle, même si elle est très jouée très dans l'aigu au piano. Eh bien moi je peux arriver à la chanter dans ma voix. Donc ça c'est un deuxième élément d'entraînement qui est très utile et qui est relativement simple à mettre en place parce qu'il suffit d'aller jouer dans des tessitures qui ne sont pas atteignables par notre voix et de trouver comment nous on peut aller trouver la note dans notre tessiture. Voilà, donc là, on a travaillé sur cet entraînement entre l'oreille et la voix. En tout cas, un début d'entraînement que vous pourrez, j'espère, reproduire si vous avez envie de progresser dans ce sens. Merci. Je remets le micro pour Blanc. Oui, donc je vous retrouve. Je vais regarder les questions. Voilà. Ah, je vois que beaucoup de gens ont dit la réponse à la question, est-ce que j'y arrive? Combien je me donne entre 0 et 10? Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'ajustement de l'oreille et des cordes, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup améliorer. Si un jour vous souhaitez, certains d'entre vous qui nous écoutent, qu'on mette en place un atelier qui pourrait être en ligne, régulier ou en live ou non, eh bien dites-le moi et on pourrait très bien faire un atelier d'ajustement de l'oreille et de la voix. Voilà, un peu comme on vient de pratiquer. Le dernier exercice est-il utile pour la voix parlée? Pour la voix parlée, ce n'est pas indispensable de savoir reconnaître une hauteur d'une note. Par contre, ce qui me paraît très important pour qu'une voix parlée soit intéressante à écouter longtemps, c'est de ne pas être toujours sur la même note et donc de savoir varier sans aller aussi loin qu'on voit chanter, mais d'aller dans les graves quelquefois, ou de savoir piquer une note aiguë de temps en temps pour réveiller l'attention ou sa propre attention, hein, ou pour le plaisir simplement de le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je regarde, j'ai une élève en yoga qui, après une opération de la thyroïde, a une voix rauque. Alors, la raucité de la voix, c'est déjà comment dire, un chapitre pathologique.
On sent bien quand on a la voix un peu prise, comme c'est le cas pour beaucoup de gens en ce moment. Une des premières manifestations, c'est que la voix devient rauque. D'ailleurs, Jean-Christophe, que nous venons d'entendre, vous avez bien entendu que sa voix était un peu mouillée, tout simplement parce ce matin, il était au lit avec la grippe. Voilà. Mais il a quand même pu nous donner cet atelier de chez lui. Voilà. Mais la raucité de la voix, j'allais dire que ça sort un peu du champ de cet atelier où je voulais juste parler des cordes vocales. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire quand la voix est en panne, hein. Mais je voulais vous laisser ces deux petits trésors, travailler sa voix dans les hauteurs très aiguës ou très graves, se promener dedans et le faire régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, dans leur vie, ne se donnent plus du tout l'occasion de varier la hauteur de note de leur voix parlée. Et c'est très important de le faire. Alors, si vous avez l'occasion de chanter, tant mieux. Et quelquefois, on n'a plus l'occasion de chanter régulièrement. Eh bien, au moins dans la voix parlée, faites aller les cordes vocales de la corde très tendue, un peu d'aigu, à la corde très molle et très courte. Ce sont les graves, hein. Et puis, deuxième chose, exercez-vous à écouter donc des hauteurs de notes et à les penser, les 6 étapes que vient de nous donner Jean-Christophe, à les penser, à les reproduire, et vous sentirez que votre oreille devient un peu plus sagace, un peu plus habile, hein, et c'est très, très agréable à trouver. Enfin, je vais vous dire une chose, pour moi qui enseigne depuis 50 ans maintenant, eh bien, je pense que la voix, c'est un facteur essentiel pour rendre un cours vivant. Je dis souvent ce qui ensoleille un cours, plus encore que l'exemple corporel de l'enseignant, qu'on ne peut pas garder toute la vie parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, eh bien, ce qui va garder le plaisir de suivre un cours, très souvent, c'est la qualité de voix de l'enseignante ou de l'enseignant. Voilà. Eh bien, nous sommes en train, là, nous avons démarré ce matin, ici, dans cette salle, le cycle Anatomie pour la voix. Et ce que nous avons travaillé ce soir, ce n'est pas le stage que nous faisons au présent, qui est un stage plutôt sur respiration et voix. Donc, on est plutôt demain, on va aborder les abdominaux, puis après-demain, le diaphragme, on va être dans tout ce qui respire. Mais au mois de mai, nous avons un stage précisément sur les cordes vocales, rien que ça. Et accrochez-vous, sur les cordes vocales, eh bien, on passe carrément 5 jours. Mais si vous n'avez pas ce temps, faites-moi signe et je pourrais très bien proposer à Jean-Christophe ou à Vicente de mettre en place des ateliers en ligne. Voilà, mais écoutez, je pense qu'il est l'heure, François. Est-ce que je me trompe? Il est l'heure. Voilà. On a encore une minute. On peut encore capter, encore une minute, François. Comment ne pas fatiguer sa voix quand on parle beaucoup? Eh bien, ça a été mon problème pendant des années parce que j'ai enseigné dans toute l'Europe. Et vous devinez qu'après des voyages en avion, en train, en voiture, des hôtels, des choses comme ça, on n'a pas toujours la voix en forme. Et comme je n'avais pas une voix au départ très, très costaud, et je me suis trouvée très souvent, mais il y a de ça des années, en situation de problème pour finir ma journée. J'ai souvent fini mes journées en chuchotant. Je n'avais plus assez de ressources vocales pour enseigner dans ce qu'on appelle la voix portée. Et je suis allée travailler beaucoup pour ça, pour la voix parlée, avec des enseignants de chant et de technique vocale, et bien sûr des phoniatres et des orthophonistes. Et j'ai capté beaucoup de choses qui m'ont passionnée. Ça a été presque un 3e métier dans ma vie. Et c'est là que j'ai décidé de mettre en place ce cycle Anatomie pour la voix, qui n'est pas un cycle pour chanter, a priori, mais pour découvrir la boîte à outils vocale. Et c'est quelque chose de merveilleux.
Parce qu'on peut, à tout âge, je le dis, on peut optimiser sa voix et c'est un vrai bonheur. Voilà. Merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et je pense que le mois prochain, on se retrouvera probablement sur un sujet respiratoire. Voilà, je vous quitte. Au revoir.